You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 34e épisode de Cold Facts. On continue notre rythme de playoff avec 2 épisodes par semaine. On va revenir sur l'élimination du Lausanne Hockey Club en quart de finale des playoffs contre Zurich. Le bilan du club vaudois, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, l'avenir aussi. On va un petit peu se projeter et voir quels sont les joueurs qui sont censés arriver et qui vont peut-être apporter ou pas quelque chose au club de Petr Svoboda. Et puis après, on passe à la demi-finale Zurich-Genève qui nous intéresse, plus particulièrement nous les Romans, et la victoire de Genève 2-1 avec un excellentissime Henrik Temernes, auteur de 2 buts en powerplay. On va un peu décrypter ce qui s'est passé durant ce match qui se dispute, et oui, vous le savez, en best of 5 et non pas en best of 7, avec aussi un coup de projecteur sur Arnaud Montandon, qui a été utile sur le powerplay genevois. Salut Greg. Salut Jean-Fred, mode playoff toujours ? Toujours mode playoff, la barbe pousse gentiment. Ah ouais, non, moi pas. Moi, il faut que je commence les playoffs en août pour avoir une chance d'avoir quelque chose en mars-avril, donc non. On va bien évidemment parler du début des demi-finales qui ont commencé dimanche. Mais avant ça, on est obligé de revenir. Alors, c'est presque un peu vieux en termes, si on prend l'actu pur et brut, où on a tendance à dire que quand c'est plus vieux que 24 heures, c'est déjà de l'histoire. C'est la défaite du Lausanne Hockey Club, son élimination en quart de finale par Zurich. Un 3-0 et donc 4-2 dans la série. C'était vendredi. Oui. On va faire le bilan du Lausanne Hockey Club, revenir un petit peu sur ce match, mais surtout essayer de voir ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, et puis regarder un peu vers l'avenir. Oui, exactement. Avant ça, il faut quand même qu'on revienne sur l'affaire d'État Sven Andrighetto, parce que lors du dernier épisode, c'était suspension de 1 match, et la suspension venait de tomber. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Lausanne a fait recours contre cette suspension d'un match. Le recours a été refusé et donc Sven Andrighetto était sur la glace pour l'acte 1 de la demi-finale contre Genève Servette, ce qui faisait une belle jambe aux Lausannois vu qu'ils étaient éliminés, mais toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé dans le déroulé. Il y a encore eu l'histoire de la vidéo du Lausanne HC. Ouais. On en parle ou bien on se dit que ça vaut pas la peine et on passe à autre chose? On est obligé d'en parler quand même. Vite fait, alors on a une vidéo de 1 minute 20 où il y a eu 3 scènes qui ont été comparées entre le cross-check de Genadzi, celui de Sgragan et la faute de Andrighetto. À la fin, il y a une question posée par le Lausanne HC. Est-ce qu'on est tous égaux devant la justice? Parce qu'il y a de la statue de la justice au premier plan avec un feu derrière. Je ne comprends pas. Moi, j'ai un vrai problème avec cette vidéo, honnêtement. Déjà parce que je l'ai tweeté l'autre jour, on compare des pommes avec des asperges et même pas des pommes avec des poires, tellement c'est éloigné les vidéos mises en relation. C'est pas les mêmes fautes, c'est pas la... Déjà, pour quiconque écoute ce podcast, comparer les fautes, c'est quand même quelque chose qui est toujours assez touchy à faire, et si tu veux bien le faire, ça prend un tout petit peu de temps et c'est pas fait à la va-vite un matin parce qu'il faut qu'on appuie le fait qu'on va faire recours. Et moi, je m'excuse, mais si Genadzi a 2 matchs de suspension pour ce qu'il fait sur Julian Schmutz, 1 match pour Andrighetto, c'est normal, en fait. C'est une action de jeu. Et il y a quand même un détail, ou pas, qu'on a pas trop mentionné la dernière fois. Mais il commence où, le cross-check de Sven Andrighetto ? Omoplate, ouais. Omoplate. Alors après, bien évidemment, avec la vitesse, tu finis à la tronche et c'est normal que ce soit sanctionné. Exactement. Alors. Mais il va pas à la tête. Au contraire des 2 autres charges, justement, c'est pas des charges d'ailleurs, des autres cross-checks qui vont pour le coup directement à la sur tête. La nuque, ouais, malheureusement. Donc, si Sgragan c'est 3, si Genadzi c'est 2, Andrighetto c'est 1. Est-ce que c'est juste la proportionnalité des 3? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Du coup, merci au Lausanne HC, comme l'a tweeté Cyril Page d'ailleurs, qui disait j'étais pas convaincu du 1 match pour Andrighetto. Maintenant que j'ai vu cette vidéo, je trouve que c'est juste. Le problème, il n'est pas sur le 1 d'Andrighetto. Non. On l'avait dit, quand Genadzi a pris 2 matchs, on trouvait que c'était beaucoup trop bas. Tout à fait. Et Sgragan, on n'en a pas parlé parce que c'est outre Sarine et on a déjà assez à faire ici. Mais si
si Gennady prend 4 matchs pour ce qu'il fait là, du coup, tu peux venir Mais avec 2. Andrighetto à 2 ou à 3 matchs. Ouais. Parce que tu dis, OK, dans la gradation, c'est un peu moins grave que Gennady, mais quand même. Du coup, dans l'absolu, tu pourrais dire, bon, bah, Andrighetto, ça mérite quoi? Un match et demi. Ouais. Mais pas 2. C'est Parce que terrible. c'est moins grave que Gennady. Mais quand tu mets 2 à Gennady, t'as aucune marge de manœuvre. C'est 1, du coup, si c'est moins grave. C'est terrible. D'ailleurs, c'est ça le problème. C'est que toujours, quand on a tendance, nous, à trouver que certaines sanctions sont trop gentilles, et que ce soit, alors, peu importe le club, hein, à part Herzog, où là, on commençait vraiment à avoir une sanction Alors après, en plus, il y a eu les 6 matchs de Barberio. Là, on n'a pu en parler. Andrighetto, il n'y avait pas le recours encore, donc voilà. Mais, alors, je suis tout à fait d'accord avec Cyril Page. C'est vraiment en pleine vitesse. Tu te dis, oulala, là, vraiment, c'est très très moche. Ça reste moche quand tu vois le truc. Mais en comparaison, c'est frustrant finalement de se dire. C'est pour ça qu'en fait, il faut pas comparer. Souvent, c'est ça. Hein. Parce que sinon, justement, on en vient à minimiser presque quelque chose. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Ça, c'est clair que c'est un sujet assez touchy pour le coup. Parce qu'il y a en plus ce côté zurichois qui représente la Suisse alémanique dans toute sa splendeur. Le côté un peu on est les maîtres du truc. Et puis les romans qui derrière, souvent, on a l'impression qu'ils sont défavorisés. Et donc nous, on n'aime pas trop rentrer dans ce débat-là. Non, et moi je suis d'autant plus. Enfin, je trouve un peu dérangeant l'espèce de suspicion / complotisme qui vient. Attention avec les termes complotisme, on l'utilise des fois. Ouais, mais quand tu commences à remettre en question le bien fondé d'une instance en te demandant si on est tous traités à la même enseigne par cette instance dirigeante, bah moi je m'excuse, mais on n'en est pas très loin. Et moi j'ai beaucoup de peine avec ce genre de discours-là. Et je pense que ça c'est une communication un peu malheureuse. Et surtout que si on regarde, j'essaie d'être assez sensible à comment communiquent les clubs sur les différents canaux. Alors certains c'est beaucoup plus simple, ils communiquent pas, genre Fribourg-Gotteron sur Twitter. Je crois qu'ils sont encore en train de féliciter Benjamin Plus pour la fin de sa carrière ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais du coup, tu peux pas faire de conneries si tu communiques pas. Ça, c'est assez bien vu. Mais juste pour finir sur ce point-là, je suis assez sensible à comment communiquent les clubs et la manière de le faire, etc. Et je trouve que Lausanne est bon. Il y a les vidéos qu'ils font avec leur vidéo coach Léo Giraud qui sont hyper intéressantes. Il y a plein de choses qui sont innovantes, qui sont intéressantes et que j'apprécie dans la communication du Lausanne HC. Vraiment, Genève fait aussi un super boulot, Bienne fait un bon boulot, Fribourg fait pas un mauvais boulot du tout sur Instagram notamment. Mais là, j'ai l'impression que ça colle pas avec ce que fait Lausanne en règle générale. Et ça m'a aussi un petit peu déçu, je dois avouer. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu de l'huile sur le feu qui a été jetée aussi. Et là, on en avait parlé, on avait sanctionné d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si on peut sanctionner. Hein. On a sanctionné. On avait noté qu'on avait trouvé que c'était débile, la vidéo de Christian Marty, parce que Denis Malguin avait été absent les deux matchs suivants. Oui. Hein, ce match-là et les 2 matchs suivants. Pour une blessure, et du coup c'était peut-être pas très opportun et qu'ils auraient pu retirer leur tweet ou alors ils auraient pu juste mettre le goal de Marty mais peut-être couper la charge puisqu'il avait absolument d'accord avec ça, ouais. Voilà, mais par contre le œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, moi je trouve que c'est plus classe de rien répondre puis de dire ok, vous avez voulu jouer comme ça, nous on va la jouer sur la glace puis on va jouer avec les règles. Et surtout que j'ai pas l'impression que Lausanne réponde à Zurich à ce moment-là. C'est pas la guerre des vidéos où à la suite du match suivant, Lausanne prend une charge et du coup tu fais un peu escalader les choses, mais sur des choses de la glace comme tu dis. Là c'est pas le cas. La Lausanne répond pas à Zurich. La Lausanne s'adresse directement à la Ligue et dit ok, voilà, nous l'opinion de nos fans, on va essayer de se les mettre dans la poche en tweetant ça, en parlant comme nos fans finalement, alors que moi je pense qu'un club doit être capable de prendre un peu de hauteur et je suis très surpris de cette communication, mais je crois qu'on en a déjà beaucoup trop parlé, on hésitait à en parler. Lausanne HC éliminé en quart de finale alors que les ambitions étaient largement plus élevées pour cette équipe et légitimement plus élevées, surtout si l'on regarde le début de saison lausannois qui était exemplaire. Ensuite, il y a eu un peu une sorte de descente, on pourrait presque comparer la saison lausannoise finalement à celle de Marc Barberio, qui a très bien commencé jusqu'à novembre-décembre, c'était du très bon niveau, puis après ça a été une lente mais sûre descente jusqu'à un play-off où ça s'est vraiment pas bien passé. Ouais. C'est les quarantaines, mais là de nouveau, chaque club est passé par au moins 2 quarantaines, donc c'est clair que la 3e elle a peut-être fait un peu plus mal parce que
quand tu veux encore relancer la machine, on sait que c'est une saison qui pour les organismes, n'a pas été évidente, même si Rapperswil, malgré les pré-playoffs, Berne, malgré les pré-playoffs, ont réussi à se qualifier. Enfin, c'était un truc de fou, Berne. Hein. On se rappelle qu'il y avait genre 2 entraînements sur le mois de mars. Exact. Ils ont quand même réussi à venir. Ils se sont fait sortir par Zug. Mais moi, j'en reviens toujours à mon sentiment. Et pour le coup, alors, tout faux dans le sens où Fribourg, même si j'avais l'impression que c'était une équipe, ils se sont fait sortir par Genève à peu près de la même manière, même plus vite que Lausanne. Mais Lausanne, il me semblait qu'il manquait cet esprit de groupe. Et pourtant, dans le dernier match, avant le 1-0 et cette relance calamiteuse qui amène, et puis finalement ils se prennent 2 buts en 1 minute. Ouais, là, ça leur scie les jambes. Ils étaient bons, ils étaient meilleurs que Zurich, il n'y avait pas de problème. Et on pouvait entrevoir. On avait pronostiqué d'ailleurs, nous, plutôt une victoire lausannoise. On s'est fait traiter de chauvin quand même sur les réseaux sociaux parce qu'on a les deux pronostiqué Lausanne. Mais si on regarde le match, comme tu dis, jusqu'au 2-0, moi je suis hyper serein avec mon pari à ce moment-là. Je me dis, Lausanne va passer ce soir. D'ailleurs, c'est presque une allégorie de la saison aussi, finalement, ce match. De la saison de Lausanne où ça va bien. Alors bon, il marque pas, il aurait peut-être fallu marquer un peu. Hein. Et puis après, tout d'un coup, un rouage qui grippe. Et voilà, c'est pourtant Sandrighetto, il manquait encore Kruger, il manquait Pedretti. Lausanne avait vraiment la place pour aller chercher quelque chose là. Ah mais complètement, elle est hyper frustrante cette défaite. Mais toi tu parles de peut-être d'esprit de groupe, etc. Moi je trouve, ce que je verrais encore plus que ça encore, c'est peut-être l'absence de leader. Moi je posais la question l'autre jour déjà, je sais plus sur quel club on parlait de ça, mais c'est qui les leaders de Lausanne ? C'est qui les gars qui sont capables de tirer derrière eux une équipe. Et c'est pas Malguin. Malguin, c'est un joueur de complément exemplaire. C'est peut-être le meilleur joueur de complément du championnat. Et je dis pas ça en termes de qualité sur la glace, évidemment. C'est un des 5-6 meilleurs joueurs suisses de la Ligue, évidemment. Mais est-ce que c'est un leader ? Je pense pas. Et de tous les échos que j'ai dans le vestiaire, il est dans son coin, il fait son truc très bien. Il le fait même très, très, très bien. Mais c'est pas quelqu'un qui va te tirer derrière lui. Et Barberio, dans ses excuses qu'il fait à la suite de sa charge, de sa double action contre Andrighetto, dit « J'ai voulu être un leader par l'exemple ». Déjà, ça c'est pour être un leader, j'ai l'impression. Mais il n'y en a pas dans cette équipe de joueurs, à mon avis, qui sont capables d'avoir ce rôle-là. Et moi, je pense que c'est sur ça que doit travailler un Peter Svoboda. C'est qui sont les leaders dans cette équipe et donc donnons-leur les clés. Et on en revient à, pour moi, Joël Genadzi aurait dû être un leader de ce Lausanne HC. Mais quand en début de saison, tu lui donnes pas le capitana et que tu donnes à un gars qui a encore le jet lag dans les pattes, le C, est-ce que vraiment c'est comme ça que tu fédères un groupe ? Je suis pas persuadé. Ouais, je trouve que le message était mauvais. Je réfléchissais aussi en essayant de faire une analogie avec Fribourg. Fribourg, on a trouvé que contre Genève, ça manquait de physique et puis qu'on n'arrivait pas forcément à trouver quel était le joueur de play-off. Et je réfléchissais à Lausanne et je me disais, Genadzi pourrait être un joueur de play-off parce qu'il a cette hargne. Un Froidevaux qui est toujours bon, qui a joué en étant extrêmement classe. Tout le temps, il se donne. Tout le temps, Antonietti, Froidevaux pourraient être des joueurs qui... Kennins, exactement. Moi je vais à la guerre avec Ronald Kennins. Ouais. Et il y en a, on arrive à les... Je pensais que Joris m'a déçu en cette saison en règle générale, mais un petit peu plus en play-off parce que je pensais que le côté nord-américain allait ressortir à ce moment-là. Et ça, c'était ton truc de ces play-offs. Hein. Ouais. Si tu as le passeport canadien, tu es un joueur de play-off. Parce que traditionnellement, je sais bien, je suis d'accord avec toi. Quand on discute avec des gens, des clubs et tout, on sait que ils ont ce petit côté, eux, les entraînements, ils n'aiment pas faire ça. C'est quand ça compte, souvent, ils sont capables de se sortir. Là, Almond a un petit peu essayé, Emerton a un petit peu essayé, mais c'était... Berchi a marqué un but, je crois. Un but, 0 passe décisive. Est-ce que Berchi, qui est là aussi un excellent joueur, sans doute un des meilleurs joueurs du championnat, et il y a de fortes chances pour que Patrick Fischer le prenne avec l'équipe de Suisse pour aller à Riga. Est-ce qu'il a ce côté de leader que tu disais avant, peut-être par l'exemple, mais est-ce que je pourrais le classer assez dans le camp de Malguin, extrêmement talentueux, qui fait son truc, mais il va peut-être embarquer derrière un leader et tout d'un coup, on va se dire qu'est-ce qu'il est fort. Est-ce que c'est lui qui va
allumer la mèche. Alors ça, je suis peut-être un petit peu plus circonspect à ce niveau-là. Puis si tu regardes les pointeurs de cette équipe en playoff, alors forcément, il y a eu très peu de buts marqués, mais c'est assez symptomatique. Pour moi, le seul joueur en fait, qui a été à un niveau supérieur aux attentes, tant en saison régulière qu'en playoff, c'est Corey Emerton. Ok. Et là, il met ses 4 points. C'est un joueur de soutien exemplaire. Et il a fait une superbe saison. Toujours sous le radar, mais c'était un des joueurs les plus réguliers de ce Lausanne HC. Mais après, tu as un Charles Hudon qui est fantomatique. Mhm. Il est là pour mettre des cacahuètes en power play. Mais qu'est-ce qu'il est prévisible. Si tu sais... Charles Hudon, Zurich, a réussi à l'éteindre à 5 contre 5. Malguin, en 4 matchs, il met 2 buts. Il gagne un match à lui seul en prolongation. Donc moi je pense qu'on peut pas le blâmer. Ah non. Denis Malguin sur ses playoffs. Des 2 matchs que Lausanne gagne, Malguin est assez présent. Donc, exactement. Mais après tes leaders, c'est censé être Barberio, il était pas là, il se fait sanctionner. D'ailleurs il va manquer le début de saison prochaine. Encore les 4 premiers matchs de la saison, il pourra revenir un peu plus tard du Canada celui-là parce que il est encore suspendu. Kennins fait des playoffs corrects. Frick, moi je l'ai pas trouvé extraordinaire durant ses playoffs. Par contre en saison très bon. Très bon. Berchi, excellent en saison, absent en playoffs. Mais après tu te poses la question, est-ce que les organismes étaient suffisamment frais pour jouer justement une série de playoffs ultra physique et Lausanne, tu sens qu'ils ont voulu mettre du physique dans cette série contre Zurich, mais ça a été fait de manière complètement désorganisée. Et finalement, à un moment, est-ce que c'est pas au sommet de la pyramide que cette désorganisation doit être imputée et pas que aux joueurs? Et quand je parle de sommet de la pyramide, il y a forcément Craig McTavish, mais il y a aussi l'organisation en elle-même et Peter Svoboda qui est le directeur des opérations. Ok. Et cette faillite collective, parce que moi je trouve qu'une équipe qui vise le titre et qui mériterait de participer à la lutte pour le titre, qui se fait sortir en quart de finale, certes par une belle équipe de Zurich, mais en quart de finale quand même, c'est donc un échec. Et cet échec, pour moi, il y a plusieurs coupables et ça ne doit pas être mis que sur les joueurs. Alors, c'est clair que Petr Svoboda, avec le management, il y a eu des bonnes choses. Et je pense que l'échange Nodari-Marty fait typiquement partie de ce genre de bon move. Absolument. Où tu enlèves un joueur. Le profil, tu en as plusieurs dans ton équipe. Par contre, de profil de Marty, tu n'en as pas beaucoup. Tu avais peut-être un peu un Eldner et encore. Et là, vraiment, Marty a amené ce côté défenseur défensif assez rugueux, bon sur l'homme, qui sait quand même jouer au hockey sur la glace. Et on trouvait, la défense lausannoise a été très très bonne. Je pense que Christophe Balua a fait un excellent travail avec ses gardiens. Je pense aussi que Luca Boltzhauser nous a montré qu'il était clairement un portier de National League qui peut prétendre à une place de titulaire dans cette ligue sans trop de soucis. Ouais, complètement. Donc ça, c'est des joueurs qui ont été... Doué et Boson, on va pas refaire le... Non, on va pas refaire chaque épisode. Pas chaque épisode, voyons. Alors, Doué et Boson, je trouve que c'est deux pièces qui sont nécessaires pour cette équipe en play-off et je pense que nécessaires au Lausanne HC pour continuer à progresser. Des profils qu'il n'y avait pas. On peut parler des profils qui sont censés arriver comme Glauser, Fuchs et Baumgartner. Moi, tu me l'as dit comme ça. Si je réfléchis à la structure d'une équipe en play-off, j'ai plus l'impression que c'est des types qui vont embarquer et que ça peut super bien marcher si tout roule. Et que justement, on va se dire qu'est-ce qu'il est fort, ce Baumgartner, qu'est-ce qu'il est bon, ce Jason Fuchs, parce qu'on l'a vu à Bienne. À Bienne, il était bon aussi, même en play-off, quand Bienne a fait une super demi-finale et tout. Mais il y avait Brunner, il y avait Pouliot, enfin, il y avait d'autres, il y avait Rayala, il y avait d'autres joueurs. Et il embarquait, il sautait dans le train, en fait, et il était parfait. Il avait son rôle. Maintenant, est-ce que c'est lui qui peut prendre ce rôle de leader ? Je suis un petit peu plus à me poser la question, quoi. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse pour l'avenir, c'est voir Andrea Glauser, comment il va se développer à Lausanne. Se développer, typiquement, il a 25 ans et on l'oublie quasi tout le temps qu'il a 25 ans. Mais surtout, la défense lausannoise l'année prochaine, il y a Barberio, Frick, Genadzi, Grossman, Eldner, Marty, qui sont déjà sous contrat. Ça fait 6 joueurs qui sont sous contrat. Ça veut dire que Glauser vient comme, entre guillemets, numéro 7. Donc, si tu peux pas te dire, il y a Glauser en plus.
Non, parce que si Glauser prend une place dans le top 6, ça veut dire que tu remplaces un des membres du top 6 par Glauser. Donc, tu remplaces peut-être, admettons, Grossman par Glauser. Et du coup, est-ce que le gain qui est possible, là, est vraiment un renfort? Et je pense que la défense est suffisamment bonne en l'état pour pouvoir se passer d'un Grossman, justement, pour pouvoir te dire, OK, on a Glauser pour Grossman, et on a toujours notre profondeur qui est présente. Ils veulent de temps en temps mettre des jeunes dans cette première équipe, apparemment, parce que c'est quand même la volonté à terme. Le problème, c'est que les 2 jeunes lausannois qui étaient sous contrat, ils ont signé à Rapperswil. Baragagno et Voardou. Et Voardou, 2 jeunes qui viennent de faire les mondiaux M20, ce qui est quand même un peu problématique, ou dommage en tout cas. Et devant, il y a une densité aussi qui est énorme. Et dans les déceptions, il était tellement décevant qu'en fait, on a oublié de le nommer au moment des playoffs. Tu t'en as parlé un peu à l'avant, mais Josh Joris, il fait une saison vraiment, vraiment en deçà. Et il fait des playoffs où il était complètement invisible, alors qu'il a quand même entre 15 et 17 minutes de temps de jeu par match. Et moi, je ne serais pas surpris que Peter Svoboda se dise « Ouais, alors lui, j'en ai plus vraiment envie. Il lui reste une année de contrat, qui est un très bon contrat. Et au moment où il est signé, et après une première saison, il n'y a personne pour critiquer le contrat. Et finalement, c'est la même théorie qu'avec un Étienne Froidevaux. Alors certes, maintenant, on peut le trouver trop payé sur cette dernière saison, mais on n'a jamais critiqué ça, parce qu'au moment de la signature, on se dit, voilà, c'est sa valeur marchande. Et c'est pas parce que 4 ans après, c'est plus compliqué, que tu dois faire du révisionnisme et dire, il fallait signer pour 80 000 Étienne Froidevaux. Non, c'était pas possible. Et là, Josh Joris, il fait une superbe première saison, il fait 30 points, mais il gagne beaucoup d'engagement, il est précieux, il joue défensivement juste. Deuxième saison, c'est vraiment mauvais. Et on sait que Svoboda va vouloir à tout prix essayer d'améliorer son équipe, et ça va peut-être passer par se séparer de Josh Joris. La question, c'est qui va vouloir de ce joueur. Rappelons là aussi qu'il a 31 ans cet été. Donc il est sur le déclin, entre plein de guillemets, parce que le déclin commence plus ou moins tard pour les joueurs, disons. Donc lui, peut-être qu'il va encore stagner un moment, et quand je dis stagner, c'est pas forcément péjoratif, mais il est ce qu'il est, il va pas encore progresser de où il est maintenant. Et il lui reste une année de contrat. Déjà, je pense que lui, il peut aller dire merci à Ian Alston chaque fois qu'il monte à Davos pour l'avoir signé 3 ans directement. C'était un bon contrat à l'époque, vraiment rien à dire. Mais Lausanne va devoir s'en séparer. Moi, je suis convaincu que Josh Joris n'est pas là en septembre. Et alors, pourquoi pas, je trouve un peu dommage dans le sens où il fait partie de ces joueurs dont j'attends un niveau de jeu supérieur en play-off. Donc, très très bon en saison régulière, mais qui arrive à sortir, parce que c'est pas un monstre buteur, justement, où tu t'attends pas à ce qu'il t'en plante. Il te plante des hat-tricks. Par contre, s'il faut aller gratter un puck, s'il faut aller mettre quelque chose, il a quand même des mains, et il a un bon sens du jeu. Donc, je me dis, s'il faut se séparer d'un joueur à Lausanne, ce serait peut-être pas lui en priorité. Maintenant, comme tu dis, avec le contrat, ça laisse peu de place au doute. Robin Grossman, les joueurs qui sont en fin de contrat, Robin Grossman, Joel Genadzi, Josh Joris. Christophe Berthier en fin de contrat la saison prochaine. Intéressant comme nom, celui-là, non? Oui, alors, et surtout que si tu as pris Baumgartner, Fuchs, à un moment, il n'y a pas 50 000 places, et c'est des joueurs qui peuvent se ressembler. Un Baumgartner, un Christophe Berthier, est-ce que c'est pas un ailier rapide simplement, il y en a un qui est beaucoup plus jeune. Je me dis que c'est pas complètement absurde, suivant quel est le prix, pour après pouvoir aller chercher des joueurs de complément. Je dis pas qu'il va s'en aller. Non, du tout. Tu parlais des joueurs en fin de contrat. Mais oui, et on sait, c'est même plus des appels du pied, c'est des coups de pied de Hubert Weber en direction de Christophe Berthier qui ont déjà eu lieu depuis 6 mois. La saga Berthier à Gauthieron, on va en souper. On commence pas aujourd'hui, Hubert? Non, je crois qu'on va en souper durant toute la saison. Non, il lui reste une année de contrat, mais lui, ça fait une bonne pub durant la saison, et malgré les mauvais playoffs, je pense pas qu'il doit faire partie des suspects pour un échange. Il va passer un été un peu plus tranquille que certains autres, justement. On les a mentionnés, Josh Joris, Grossman et Genadzi en tête, je pense. Parce que Genadzi, là aussi, il y a eu beaucoup de bruit autour de lui cette saison. Est-ce que lui est content à Lausanne? Est-ce qu'il est content de la manière dont il a été traité? J'ai pas pu lui parler de ça encore. J'aimerais bien réussir à le faire une fois, mais je sais pas quand ce sera possible.
si ce sera possible, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est excellent aux interviews, mais il est aussi très intelligent, donc il va pas non plus me balancer des trucs de manière inconsidérée. Mais moi, à sa place, je serais pas très content de la manière dont s'est passée cette saison et du traitement qui lui a été réservé. D'ailleurs, quand on a parlé d'un échange possible de Genadzi, on ne sait pas si ça a été clairement mentionné. Il y avait une rumeur, alors pour le coup c'est une rumeur, avec Romain Leffel à Lugano. Et bah, quand tu regardes, on parle de 2 super joueurs, 2 internationaux, mais est-ce que tu prends Leffel pour changer dans la structure de ton équipe? Tu préfères avoir Leffel que Genadzi? J'ai l'impression qu'ils sont, si ce n'est interchangeable, presque que j'aurais tendance à me dire que pour la cohésion d'équipe, bah oui, Genadzi, il est là depuis longtemps. Je changerais pas lui pour Leffel, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que c'était finalement... Ouais, bah, tu remplaces un, puis tu remplaces un nom par un autre nom, bah, voilà. Mais Leffel n'a pas fait des playoffs exceptionnels avec Lugano non plus. Donc, difficile de se dire que quelqu'un aurait pu être vraiment gagnant. J'aurais presque... Si le trade s'était fait, j'aurais presque pu me dire que Genadzi aurait été utile à Lugano, mais là, de nouveau, alors, vu que ça ne s'est pas fait... Vu qu'on y est dans les théories, Denis Malgin est en fin de contrat, vu qu'il était prêté... en fin de contrat, il était pas... Ouais. Bref, n'était là que pour une saison. Il va retenter sa chance en Amérique du Nord. Est-ce qu'il va obtenir sa chance en Amérique du Nord? Je ne sais pas. La question, Bonne c'est... chance. Voilà. Mais la question, c'est... Si on te propose Denis Malgin, alors tu me diras, Svoboda se propose Denis Malgin parce qu'il est encore... Non, il est plus agent, mais quand même, il a des liens avec celui qui est son agent actuel. Bref, ça devient compliqué. Mais si Denis Malgin est proposé dans un HC, que tu vois ce qu'il a apporté sur la glace, mais que tu vois aussi ce qu'il n'a pas apporté dans le vestiaire. Et donc, est-ce que tu es d'accord de lui donner, on va dire... On va pas lancer des chiffres parce qu'on sait que si on dit des chiffres, ça peut être, on peut être très loin et c'est un peu malhonnête. On va pas donner de chiffres, mais si on te dit ce sera lui ton joueur suisse le mieux payé la saison prochaine, comme ça au moins on est bien, est-ce que c'est un investissement qui vaut la peine ou est-ce que t'as pas meilleur temps de ventiler cet argent-là sur tes étrangers ou sur les joueurs à venir ou sur le complément de ton vestiaire? Je pense que c'est une excellente question à part ça. J'ai pas la réponse. Ouais. C'est pour ça que je pose la question comme ça, j'ai pas à répondre. La réponse que je peux voir d'un point de vue, on va dire, mercantile, ce serait que, évidemment, c'est une machine à highlight. On l'a vu, le Twitter de la Swiss Ice Hockey aime beaucoup mettre en avant dans les buts de la semaine ou les buts du mois. Denis Malgin, on se souvient de son but contre Davos, on se souvient d'un de ses buts contre Rapperswil, on se souvient d'un but contre Fribourg. Donc, on a des flashs comme ça et ça te fait vendre des maillots. C'est un peu, je dirais, le marketing à la Real Madrid. Ils se rendent compte maintenant que s'ils veulent vraiment pouvoir toujours être le club numéro 1, ils ont besoin soit d'Erling Haaland, soit de Kylian Mbappé. C'est un peu... Voilà. Il faut vendre des maillots, il faut avoir une star, parce que c'est comme ça qu'on construit tout un marketing autour du truc. Alors effectivement, le numéro 62, il peut être acheté au shop. Le monde est tout petit par rapport au Real Madrid, on est bien d'accord. Hein. Comment dire, l'exemple n'est pas extraordinaire au niveau du volume, mais dans la machine qui te donne envie d'aller voir, de payer un ticket, moi je me dis toujours ça aussi. Est-ce que tu as envie de voir un besogneux ou 2 besogneux qui vont te mettre des goals autour de la cage, ou est-ce que tu veux voir une machine à highlight, puis tu vas en parler, tu vas dire t'as vu hier le goal de X, t'es content, t'as vu des beaux jeux, c'est ça aussi qui te donne envie d'aller à la patinoire, en tout cas en saison régulière. Ouais, c'est là où je voulais te contrer, entre guillemets. Est-ce que tu préfères l'équipe de Peltonen qui a eu besoin de 7 matchs contre Langnau pour se qualifier pour les demi-finales, mais pour se qualifier pour les demi-finales, elle était peut-être pas forcément belle à avoir joué, pas forcément spectaculaire, moins de highlights, mais elle avait gagné son quart de finale. Alors oui, c'était contre Langnau, mais il s'était mis en position de jouer contre Langnau en quart de finale. On a vu Rapperswil cette année aussi, hein, voilà. Exact. Et est-ce qu'on préfère pas l'histoire de Rapperswil, justement? Alors oui, peut-être qu'en saison régulière, c'est moins joyeux, mais au bout d'un moment, la finalité, c'est quoi? C'est quand même de gagner des matchs. Et dans ce sens, peut-être que c'est ça la réponse à la question que je posais auparavant. Est-ce que tu laisses pas quelqu'un d'autre engager Denis Malgin? Là aussi, je ne veux pas dire son salaire, mais je pense que c'est un joueur qui va coûter dans les 800 000, parce que c'est l'estimation pour Grégory Hoffmann. Je ne dis pas que c'est ce qui touche à Lausanne, ouais. Je n'ai aucune idée de ce qui touche à Lausanne.
Puis toi, tu dis, bon, bah, voilà, prenez-le lui, mais au moins vous ne serez pas sur d'autres joueurs que moi, je vais peut-être cibler et qui seront peut-être plus intéressants. Je sais pas, mais ça va être intéressant le front d'Ennis Malguin. Mais quand tu vois l'attaque lausannoise la saison prochaine, j'ai quand même l'impression, avec des étrangers, est-ce que tu re-signes Gibbons? C'est aussi une autre question, parce qu'il a fait une très bonne saison régulière, il apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas dans cette équipe, mais il n'est pas flamboyant. Et il y a beaucoup de points d'interrogation autour de l'été lausannois, et sachant qu'à la tête, il y a quelqu'un qui va oser prendre des risques, et ça, c'est apporté à son crédit. Ça a été beaucoup critiqué, et ici aussi, mais pas qu'ici. Le fait de faire autant de moves en une saison de la part de Peter Svoboda, on va dire à la NHL, ça a été très critiqué, mais au moins, ce qu'il faut porter à son crédit, c'est qu'il osera des trucs. Et finalement, ça va nous amener un été. Bon, pour les journalistes, c'est génial. On aura plein de choses à analyser et à lancer en rumeur. Et ça, on aime bien, paraît-il. Donc, ça veut dire que là, tu es en train de me vendre peut-être des Colfax pendant l'été. Des Colfax d'été, t'es fou. Parce que ça, moi, alors, tu sais que j'aime bien, mais puis tu me dis, mais non, mais les gens, ils sont à la plage et tout. Ils veulent pas l'été, ils n'ont pas que ça à faire. Je suis presque déçu. J'espérais que tu nous prépares un petit jingle Grenat Facts, comme je disais la semaine dernière, vu que maintenant, on passe à Genève et on va s'occuper de Genève jusqu'à la fin de la saison, vu que c'est le dernier club roman encore en lice. Ouais, bon, on va aussi parler un peu de l'autre demi-finale et puis après de la finale. Si ma foi, à la finale, il n'y a pas Genève, on parlera quand même de la finale. Hein. On en parlera peut-être pas après chaque match. Non, on est d'accord. Mais on n'en est pas là, parce que Genève est allé reprendre l'avantage de la glace à Zurich dans le match 1. Une victoire 2-1 grâce à un doublé de l'attaquant Henrik Temernes. Henrik, c'est ça? Voilà, exactement. 2 buts en powerplay, une prestation ultra solide. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans un best of 5, quand tu vas prendre l'avantage de la glace à l'extérieur, ça veut dire que l'autre doit venir gagner chez toi une fois, et il n'y a que 2 chances. Il n'y a que 2 matchs au Vernet. Il suffit de faire le job à la maison. Alors tu me diras, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais la pression là, elle est énorme sur Zurich, parce que si ça se passe pas bien mardi soir pour Zurich, après bon courage pour revenir de 2-0. Hein. Et j'ai bien aimé vraiment le plan de match de Genève, parce que la bataille tactique, là, pour le coup, soit tu as on avait 2 entraîneurs néophytes à ce niveau, avec Patémon et Christian Dubé en quart de finale. J'ai presque envie de dire qu'il est néophyte aussi, Grunborg, malgré son immense expérience. Mais on a quand même un entraîneur champion du monde à 2 reprises. Donc, avantage quand même pour le coup à Richard Grunborg, sans faire injure à Patémon, qui fait un super boulot. Hein. Mais quand même, remettons dans le contexte. Oui. Championnat du monde 2 fois, c'est relativement la classe. Mais Zurich a été... il a fallu composer sans Maxime Noro, sans Denis Sellenstein. J'ai bien aimé ton papier là, quand tu as dit qu'il fallait envoyer une petite boîte de chocolat peut-être à Lausanne, pas oublier quand même. Parce que ils ont usé de Zurich jusqu'à la fin du match 6. Il y a eu des séquelles. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que Tsaner était remonté aussi contre Lausanne, parce qu'il savait peut-être que Noro et Hollenstein... Kruger. Et voilà, Kruger, ça, il était déjà absent. Je suis d'accord, mais il s'est blessé durant la série. Pedretti s'est blessé durant la série. Rautiainen. Noro, Rautiainen, on disait Noro, Rautiainen, Kruger, Pedretti. Peterson, qui était déjà absent depuis un bout, ça fait 4 étrangers. Voilà. Après, eux, ils avaient le droit d'avoir l'Alex Souter pour en avoir 5, mais même avec ça, ils n'arrivent pas à en habiller 4. Donc... Ouais, exactement. Donc là, c'était un Zurich affaibli. Je ne sais pas à quel point affaibli. Il y a eu une rumeur comme quoi ils étaient malades, ces gars, hier, et tu t'es dit, oulala, mon Dieu, est-ce que... Voilà. Ah ouais. Mais non, j'ai lu le Blick ce matin. Stéphane Roth écrit que c'est haut du corps pour Hollenstein et bas du corps pour Kruger, sauf erreur, ou plutôt l'inverse. Noro. Ou pour Noro, je ne sais plus. Mais bref, il n'y a rien sur la maladie. Donc j'imagine que c'est juste... Genève avait l'occasion en or d'aller reprendre la glace, ils l'ont fait. Moi, ce qui m'a vraiment plu chez Genève dans ce match-là, c'est qu'à un moment, entre la 39e et la 43e, tu te dis tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Genève marque le 1-0, bon là ça tourne assez bien. 2-0, annulé pour un hors-jeu complètement justifié, il est dans la zone quand il contrôle le puck, on est tout à fait bon. Eric Fer. Hein. Eric Fer contrôle non, c'est le but de Eric Fer, mais c'est Winnick qui contrôle le puck en entrée de zone. But annulé, donc on recule l'horloge de 0 secondes à 26 secondes. Ouais. Le temps pour l'Unisomark de prendre 2 minutes. Retour de la pause,
égalisation zurichoise. Là, tu dis ça va les scier. Bah, pas du tout, en fait. Et Genève est pas sorti de son plan de match, est resté calme quasi de la première à la 60e minute. Et pour moi, j'avais écrit dans mon papier de présentation de cette série que si Genève arrive à jouer physique dans les règles de l'art, on va dire, ou dans les règles déjà, plutôt que dans les règles de l'art, contrairement à Lausanne, ça pourrait passer. Et moi, je trouve que là, ils ont fait un match dur, mais un match ultra juste. Et mentalement, ils ont été très, très forts, je trouve. Parce que quand tu te fais remonter à 1 partout, après avoir cru au 0-2, c'est dur. Hein. Et bah, tu parles de Tom Ernest, c'est le powerplay aussi de Genève qui a fait la différence. Le premier, la minace de Tom Ernest, il a un boulevard. Au bout d'un moment, alors c'est aussi parce qu'il y a un bon décalage, qu'ils ont réussi à étendre le box. On a Andrighetto qui est à peu près entre les deux gars à la pointe, il sait pas trop. Il regarde partir le shoot de Tom Ernest. Alors on aime bien faire les trucs de spectateurs maintenant qu'il y en a de nouveau dans les tribunes, on est foutu. Mais là, il le regarde en train de shooter. Il n'y a personne qui vient contrer. Il devrait y avoir quelqu'un dans la ligne de shoot. Et puis alors, par contre, là où Tom Ernest est hyper intelligent sur le deuxième but, et je dirais même que la caméra qui est placée derrière le but, elle est géniale parce qu'on voit le flow en fait, des joueurs qui se décalent de la gauche vers la droite parce qu'ils suivent en fait le puck et Linus Eumark. Et Eumark, pourquoi il est bon aussi, c'est qu'il fait juste une petite remise à Tom Ernest à la bleue, en back-end. À contre-pied. Exactement. Et tout le monde est en train de glisser. Et finalement, on a un train qui se pose devant Ludovic Weber. Je pense que Ludovic Weber, si on l'a dit, il y a un gars qui va shooter. Il va dire non, écoute, moi, alors j'ai 4 buildings devant moi. Je vois rien du tout. Et finalement, ça rentre. Et Tom Ernest, là où il est intelligent, c'est qu'il attend pas. Il voit qu'il y a un truc qui se passe d'assez intéressant devant lui et que le gardien va être masqué. Et il envoie ce shoot du poignet et c'est... Et ça tape le patin de Phil Baltisberger, plat du pied, efficacité. 2-1 pour Genève Servette à ce moment-là. Mais comme tu dis très justement, l'intelligence de Eumark et le sens du but de Tom Ernest, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué un hat-trick, voire 2 même en National League depuis qu'il est ici. Et là, depuis le début des playoffs, c'est le patron. Elle est loin, la Jean-Michel Tom Ernest. Jean-Michel Tom Ernest, dont on me parle encore très souvent. Et je pense qu'on n'était pas faux à l'époque. Hein. Il n'était pas à ce niveau-là. C'est Craig Woodcroft qui t'en parlait aussi. Alors, il n'a pas dit Jean-Michel Tom Ernest, lui. Mais on s'attendait à ce que ce soit le meilleur défenseur du championnat. Ça ne l'était vraiment, vraiment pas. Bah là, ça l'est, quoi. C'est juste le patron à Genève. Et en plus, s'il marque des buts, alors bon... Bah merci quoi. Et tu disais il y avait un boulevard pour Henrik Tom Ernest pour shooter sur le 1-0. Oui et non en fait. Il y avait un boulevard mais il y avait surtout environ 8 Genevois qui étaient devant pas tout à fait, il y avait un petit surnombre, mais qui étaient devant Ludovic Weber qui voit absolument rien. Donc oui, il y a une ligne de tir, mais surtout ils sont capables d'aller faire mal à Weber là où Lausanne a peiné à aller déranger Ludovic Weber, à aller shooter depuis dans le slot, aller lui masquer la vue, et c'est pour ça qu'il a pu terminer avec 95 et quelques % d'arrêt. C'est aussi, alors c'est d'abord parce qu'il a été excellent, mais c'est aussi parce que Lausanne était moins bon au moment d'aller brasser devant lui. Et sur le 2-1, Zurich demande un coach challenge en pensant que c'est Winnick, ce ferreur, et devant lui, il est effectivement devant lui. Je pense qu'ils ont espéré que le bout de la cuissette soit dans le cylindre de la zone de Weber. On a eu quelques buts annulés cette saison comme ça pour arrière-train proéminent, on va dire. C'était pas le cas, mais il est effectivement à la limite de la zone de Ludwig Weber. Weber voit rien. Alors par chance, il y a le patin de Baltisberger, mais ça récompense finalement le jeu genevois. Et voilà, tu défends bien à 5 contre 5. Oui. Tu marques tes buts en powerplay. Bon, bah, merci, au revoir. Manzato, alors, toi, dans ton papier, tu dis dommage, il prend ce but. Je pense que là, je vois très, très bien. Quand on voit la vidéo du but, il sent très, très bien. Il envoie quand même un tir vachement violent sur le haut de la cuissette, dans le dos, et ça tape à l'intérieur. Pour moi, il est... Alors... Peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est complètement prémédité. Oui, et que Manzato devrait mieux boucher son angle pour le coup. Mais
au final, on en a rien à foutre. Il y a que 2-1. Donc Monzato, il se prend un goal, mais sinon, il est irréprochable sur le match. Complètement irréprochable, je suis d'accord. Et du coup, on se posait la question aussi avec Gauthier Desclous. Et là, pour le coup, on n'a pas tellement besoin de se demander si Gauthier Desclous doit revenir vite, parce que Monzato, il fait le boulot, quoi. Et alors, à part ça, Dieu sait qu'on aime beaucoup Gauthier Desclous, qu'on a passé une heure super avec lui, et vraiment, on vous conseille, si vous ne l'avez pas écouté, cet entretien, il est vraiment très très bien, il est très humain et très posé. Mais alors, Monzato, pour l'avoir aussi côtoyé comme troisième gardien de l'équipe de Suisse, j'avais fait un papier avec lui, je crois que c'était en 2015 à Prague, si je dis pas de bêtises. Il était exemplaire. Et en fait, de le voir toujours aussi exemplaire maintenant, il va partir à Berne. S'il peut finir sur une note, son passage genevois sur une note positive, il est en train de finir sur une note positive. De toute façon, finalement. c'est vrai, t'as raison. Et quoi qu'il arrive, d'être présent en play-off, de qualifier Genève pour les demi-finales, vu que c'est lui qui a joué les 2 derniers matchs de cette série contre Fribourg-Gotteron, de commencer cette demi-finale par une victoire à Zurich, même si Gauthier Desclous pouvait revenir dès mardi soir, chapeau en fait. Ce que t'attends de ton numéro 2, c'est ça. D'être capable d'élever le niveau de son jeu le jour où on a besoin de lui. En saison régulière, il a été correct, mais pas plus que ça. Statistiquement, il était vraiment moins bon que Gauthier Desclous. Mais voilà, il a une présence, et c'est ce que nous disait Gauthier Desclous lors de l'entretien, c'est que ça va largement au-delà de ce qui se passe sur la glace, l'apport d'un gars comme ça dans le vestiaire, et finalement, en plus de son apport, on va dire behind the scenes, là en plus sur la scène, il est vraiment il est excellent. Et ouais, c'est presque rageant ce but de Ryan Lash, parce que il avait toujours pas pris un seul but des playoffs finalement, vu qu'il a été blanchi. Ouais. Ça a été considéré comme un blanchissage. Moi j'ai toujours un peu de peine quand le gardien joue pas 60 minutes à dire qu'il a été blanchi, Monzato. Ça veut dire, oui, c'est 53 minutes de jeu, mais à quel moment tu décides qu'il n'a pas assez joué pour que ça ne soit plus un blanchissage? Si tu dis, oh mais bon, il a joué quand même 53 minutes. Bon, d'accord, mais alors à 52, ça te compte toujours. Ok, mais à quel moment tu arrêtes de dire que c'est un blanchissage? Est-ce que c'est 2 tiers, 1 tiers, je sais pas. Pour moi, s'il n'est pas 60 minutes devant le filet, ou un poil moins, parce que des fois il est sur le banc, mais s'il n'est pas gardien de la titulaire, minute 1 à la minute 60, après s'il vient une fois changer une lame pour 25 secondes, et puis là aussi tu peux compter un blanchissage. Mais voilà, mais bref, peu importe, c'est de la sémantique, on va dire. Mais derrière, il est blanchi. Un vrai beau blanchissage à Fribourg. Et là, je me suis dit, combien de temps il va être capable de tenir? Alors, chaque fois qu'un gardien fait plus que 15 minutes sans encaisser un but, on pense à Marco Burer et ses 311 minutes. Il y avait encore un sacré bout, et c'est là, ça remet en perspective ce qu'avait fait à l'époque Burer. 311 ? Non, je m'emballe. 211 minutes pour Marco Burer, ce qui est déjà énorme. 60 minutes le match, ça fait plus de 3 matchs et demi, sans encaisser le moindre but. En 311, c'est un peu excessif, c'est plus que des playoffs, j'exagère. Mais 211 minutes, voilà, Monzato en a pris un, pas bien grave vu que la victoire est au rendez-vous, mais à ce moment-là, c'est au moment où justement Genève vient de marquer le 2-0, se l'est fait annuler, prend ce but un peu casquette à ce moment-là, et là tu te dis, le château de cartes pourrait être en train de s'effondrer. Et on parlait aussi peut-être avant sur Lausanne et la présence ou non de leader. Je pense que être capable de passer un moment difficile comme celui-ci sereinement, et d'être capable de continuer à aller de l'avant, de marquer ton but et de gagner le match à l'extérieur, c'est la preuve que tu en as dans ton vestiaire, et qui ont été capables de finalement de fédérer autour d'eux l'équipe pour pas qu'elle soit frustrée ou prenne des pénalités débiles, mais non, continue à jouer son match très sereinement et sérieusement. On peut d'ailleurs aussi saluer le travail, je pense, de Sébastien Beaulieu avec les gardiens, parce qu'il n'y a pas de raison que, comme Christophe Baluet à Lausanne, je pense que Sébastien Beaulieu fait un travail assez admirable avec Gauthier Desclous, et sans doute que Daniel Monzato, malgré son expérience, vu qu'on en apprend tout le temps, ça doit être aussi un facteur à pas négliger d'avoir ce gardien-là, cet entraîneur des gardiens, pardon. Comment tu vois la suite avec ce match mardi au Vernet? Zurich, je pense qu'on va être assez impatient de découvrir le line-up, en se disant, est-ce qu'ils vont récupérer Noro, est-ce qu'ils vont récupérer Dennis Sollenstein?
Parce que, ou d'autres, au Kruger, au Kainen, parce que malgré tout, ça fait quand même des joueurs en plus. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut quand même en parler. Je t'ai envoyé un message hier soir, j'envoyais des messages à d'autres pour être sûr que je voyais pas, je voyais pas je disais pas de bêtises, et j'avais pas cette impression, mais c'est Axel Simic. Très bon. Complètement d'accord. Dernier match contre Lausanne, c'est lui qui provoque le mauvais dégagement de Marty, je crois, sur le 1-0. Et là, de nouveau, il a été très bon. On m'a dit jambes fraîches. Donc, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, parce que les Getseka Lions ont fini leur play-off depuis un petit bout. Il a rejoint en fait le groupe d'entraînement de Zurich. Là, il a pu rentrer. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un temps, c'était un peu le paria. Hein. Quand on a appris qu'il allait à Davos, il avait été justement enlevé du groupe des ZSC pour aller au Getseka. Il a rien dit. Il a fait son... Joli, hein. Il a bossé comme il faut. On lui a dit, tu vas au Getseka. Il est allé au Getseka. En tout cas, on n'a pas eu de vent comme quoi il se serait plaint, puis qu'il aurait fait des esclandres et tout. Donc, remarquable. Et s'il continue à jouer comme ça, et si Christian Volvend à Davos le valorise et compte sur lui, ça peut être pas mal du tout. Et je me rappelle avoir vu, ça devait être un des derniers matchs avec public auquel j'ai assisté, on devait pas être loin de ça, c'était les M25, la Suisse M25 en février de l'année passée, contre l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. C'est ce fameux prospect machin. Oui. C'était un match à Herisau et un match à Olten, et il y avait une ligne avec Nussbaumer, Simic et est-ce que c'était J. en colère. Ils avaient fait les jeunes qui marchaient bien. Et j'avais trouvé Simic pas mal du tout, et je me réjouis de le voir dans les Grisons. Dans le même ordre d'idée, au moment de vider son bureau à Davos, Reto Raffaner, il a quand même laissé la signature de Simic, celle de Nussbaumer qui était déjà faite depuis un petit moment, et celle de Raphaël Prassel qui joue à l'aile de la première ligne avec Gareth Rowe et Andrighetto. Il joue des grosses minutes. Ouais. Il est très grand, il est très gros, et il amène énormément de choses à Zurich. Et... il va devoir franchir un cap, parce qu'il sera plus le complément d'une potentielle première ligne. Hein. On va, je pense, lui demander... Alors, peut-être que mon analogie est fausse, et tu vas tout de suite me corriger et me dire, espèce de grand bêta. Samuel Walzer, quand il passe à Fribourg et qu'on s'attend à ce que, hop, il monte peut-être d'un étage. Est-ce que Prassel à Davos, c'est pas aussi un petit peu on s'attend à ce qu'il fasse un pas supplémentaire et qu'il prenne peut-être plus de responsabilités? Ce sera clairement l'idée, mais Simic, finalement, c'est la même chose. Comme tu l'as dit avant, il va être mis en valeur, mais aussi il va être mis en lumière, et on va en attendre plus. Tu quittes le statut de petit jeune, alors surtout Prassel, parce que Simic avait ce statut de junior du club à Lausanne. Il est arrivé à Getse d'abord, puis à Zurich, ou à Zurich, puis à Getse, je ne sais pas dans quel ordre, mais l'idée au moment de la signature, on se dit mais c'est surtout une signature pour Getse, lui. Ouais. Et non, il s'est établi en haut, même si cette saison elle était un peu plus compliquée. Mais Prassel, c'est plus vraiment le petit jeune, hein. Il a 23 ans, il en aura 24 la saison prochaine. Comme on disait avant, pour un Glauser qui a 25, il a une année de moins, mais ça reste il a encore une petite marge de progression. Mais ce qu'il montre là est assez intéressant. Mais il me semble qu'on parle un petit peu trop de Zurich en ce moment. Non. Tanner Richard. Oui. Il perd les engagements des fois, lui. Je crois en 1997. Une fois, il en a perdu un, il paraît. Ouais. Je crois que là, il l'avait peut-être perdu, mais même là, c'était pas de sa faute. Mais il paraît que, alors quand même, on a un de nos fervents auditeurs qui nous fait remarquer qu'il triche tout le temps. Alors j'ai posé la question aussi, est-ce qu'il vraiment il triche tout le temps? Puis on m'a dit, ouais, mais il le fait mieux que les autres. Parce qu'en fait, à peu près tous les centres trichent si tu veux aller gagner un engagement. C'est une somme d'un tas de petites choses. Et si t'es bon comme ça, c'est que soit tu sais vendre le fait que tu triches pas, mais que tu triches quand même un peu. On parle de 10 cm, on parle de mettre ses lames un peu comme ci, comme ça. On parle de petites choses. Ma foi, il est bon, quoi. À un moment, est-ce qu'il aussi gueule il parle tout le temps? Est-ce qu'il rentre dans la tête du gars en face et dire t'es nul, je suis meilleur que toi, etc. Je pense que ça doit être à base plus de fuck et de trucs comme ça, mais le fait est que il se fait pas rattraper par la patrouille, ou alors une fois il s'est fait rattraper et puis 82,61% d'arrêt. La statistique a été recorrigée après avoir été une première fois corrigée à 20. Surtout le volume, c'est ça. 20 gagnés, 4 perdus hier.
Enfin, d'abord, c'était 19, puis 20, et c'est re-19 ce matin. Alors, c'est compliqué. Mais toujours est-il que 82% du temps, quand tu as la ligne Rod, Richard, Vermin sur la glace, cette ligne a le puck. Bah, c'est chaud quand tu es en face de cette ligne-là. Et au premier engagement, Grunborg avait matché Garrett Rowe avec cette ligne-là. En cours de premier tiers, il a changé et il a essayé de matcher Rowe avec Winnick et Omark pour finalement rechanger. Et pendant le moment où Rowe était face à Winnick et Omark, je trouvais presque que c'était plus intéressant pour Zurich. Et il y avait quelque chose qui ne devait pas lui plaire. Et il y a quelque chose que je n'avais pas vu, que Grunborg avait vu, hein, c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, qui fait qu'il est revenu à essayer de matcher plutôt Rowe avec Tanner Richard. Mais au bout du compte, lui, Garrett Rowe, il a 11 engagements gagnés, 17 engagements perdus. Donc c'est lui qui a fait les frais en majeure partie de Tanner Richard et de son efficacité. Reto Sheppy aussi 4-10. Donc tout le monde a un petit peu ramassé, mais là, ouais, Tanner Richard a fait quelque chose, a amené sa pierre à l'édifice. En plus, il a bloqué des shoots, il a été bon au box-play. Offensivement, on l'a pas vu, mais finalement, il n'y a pas besoin qu'on le voit pour qu'il soit déterminant, et il l'a clairement été. Ça me fait rire parce que quand on parlait de Josh Joris, je pensais à Tanner Richard en me disant voilà un centre potentiellement de troisième bloc, de luxe pour le coup, capable de gagner les engagements, capable de justement cette même mentalité nord-américaine de ne pas abandonner, et de me dire que Tanner Richard, un temps, il était quand même sur le trading block. Hein, on a l'impression, en tout cas, la rumeur le mettait volontiers. Il n'y a pas de raison que... C'est un peu avec Dario Burgler. Je crois que les deux noms étaient associés, pas du tout pour dire que leur destin était potentiellement lié, juste pour dire que les deux joueurs étaient sur le trading block. Et finalement, on doit être bien content à Genève de se dire que même si peut-être qu'il coûte cher, les dividendes rapportés par Tanner Richard sont inestimables en ce moment. Alors, une victoire à l'extérieur en play-off qui porte en tout cas... Sur un best-of-5. Sur un best-of-5 qui a une grande part qui est liée à la production de Tanner Richard. C'est des dividendes qui sont monstrueuses, je suis d'accord avec toi. Et on l'a répété plusieurs fois à ce micro, qui fait une belle saison depuis qu'il est de retour de blessure. Et là, encore une fois, il joue dur, mais il joue juste. Et j'ai pas souvenir de l'avoir vu régulier à haut niveau comme il est actuellement, Tanner Richard. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Genève a autant de succès. C'est que si sur ta première ligne, tu as Winnick au centre avec Omark d'un côté, ta deuxième ligne, tu as Tanner Richard qui fait un bon job avec Rod et Vermin sur les côtés, et sur une troisième couche, tu as Fer avec Tyler Moy sur un côté, et Miranda que j'ai pas trouvé très bon à Zurich, il faut aussi le dire quand il est moins bon. Perte de puck un peu stupide, pénalité, c'était pas du bon Miranda là. Selon ce que j'en ai... Selon tes standards, selon mes standards et selon mes attentes pour Marco Miranda. Et t'as quand même 3 centres qui sont excellents. Si en plus en face, il manque Marcus Kruger, qui pourrait justement être ce centre défensif qui peut contrer l'une de ces trois lignes, ça devient difficile. Justin Sigrid fait de très bons playoffs et j'aime beaucoup ce joueur et j'aime beaucoup sa progression. Mais c'est quand même encore un poil, une marche un peu haute de devoir être deuxième centre à ce moment-là. Diem en 3 aussi, c'est un bon joueur, j'aime bien ce qu'il fait. Mais il manque un peu de talent au centre à ce moment-là à Zurich pour contrer Genève, surtout Genève qui a 3 premiers centres en fait, dans la ligne 1, 2 et 3. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder pendant un match. On peut pas forcément focaliser sur les 20 joueurs de chaque côté. Mais sur un des powerplays, j'ai trouvé qu'Arnaud Montandon faisait un joli boulot, qu'il utilisait bien son 1m93 et ses 90 et quelques kilos. C'est rigolo, je me suis à un moment, justement, les powerplays, je regardais comment mon tendon était utilisé, parce qu'il a joué 4 minutes et quelques, j'ai plus les chiffres en tête, mais il a très peu de temps de glace, sauf en powerplay. Et j'aime vraiment beaucoup comment Patrick Aymon dit, ok, toi, tu nous apportes quelque chose en powerplay. Et voilà ce qu'on attend de toi. C'est pas le joueur... si tu réfléchis au premier powerplay, qui sont les 5 noms que tu mets sur la glace, j'ai pas l'impression que Arnaud Montandon vienne dans les 5, ça semble pas logique. Par contre, il a un gros shoot et il joue tout simple, il joue juste, il finira l'action si le puck lui parvient au bon endroit. Il est
capable de lire le jeu. Quand tu es avec Linsomark sur la glace, il faut quand même être capable de lire le jeu parce que c'est pas très schématique ce qui se passe en règle générale. Mais sur je regarde ses stats en même temps, 4 minutes 41 de glace, 3 minutes 18 en powerplay. Donc il a qu'une minute 30 ou minute 23 à 5 contre 5. Donc vraiment, Patrick Aymon s'est dit, toi, tu rentres, c'est un petit peu l'unité spéciale dans... C'est l'archétype du joueur de l'unité spéciale. Tu vas quand on est en powerplay. Moi, j'aime bien finalement cette façon de réfléchir et de te dire ce que tu m'apportes à 5 contre 5, j'en ai pas besoin. C'est pas pour être dépréciatif. Non. Par contre, ce que tu peux m'apporter à 5 contre 4, c'est là où j'ai besoin de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Genève marque 2 buts en powerplay. Il a une passe décisive. C'est que le powerplay genevois est bon et ça porte aussi un petit peu la griffe de Arnaud Montandon. Et sachant qu'il a fait toute la saison à Sierre et qu'il débarque un peu comme roue de secours, c'est admirable. C'est drôle d'ailleurs, on en a parlé avec Lausanne sur les constructions d'effectifs, savoir qui on mettait, qui on voyait. Et là, Arnaud Montandon, finalement, il est venu. Il pourrait être 13e attaquant. Finalement, on avait vu aussi Axel Simic, qui n'était utilisé des fois par Zurich, très très peu à 5 contre 5 et beaucoup à 5 contre 4, un peu à la place de Peterson parce qu'il a un gros shoot. Et il était très utile là-dessus. Après, de savoir combien tu valorises, à quelle somme tu es prêt à, quelle somme tu es prêt à donner pour un joueur qui est unidimensionnel, c'est peut-être un peu fort, mais où tu ne vas l'utiliser que dans une position spécifique. Et finalement, ça pourrait être aussi ça, la construction de ton effectif, de dire, OK, toi, je te prends, tu vas être pour ça, tu pourras peut-être nous rendre des services, mais moi, je veux que tu sois bon là et je suis prêt à te mettre là. C'est intéressant, Arnaud Montandon, sa carrière, parce qu'il a 30 ans, mine de rien. Oui. J'ai l'impression que on l'oublie. Comme Gilles Montandon a toujours 30 ans dans l'esprit de tout le monde à peu près, ou qu'il est le toujours jeune Gilles Montandon, ses enfants ne peuvent pas vieillir à peu de choses près. Donc Arnaud Montandon a encore 18-19 ans, quoi. C'est le petit jeune. Mais non, il a les 30 ans. Hein. Il aura 30 ans au début de la saison prochaine. Il a vraiment franchi un palier à Sierre cette saison. Il avait eu 2 fois sa chance en Liga, ou 2 ou 3 fois des chances par-ci, par-là, un peu à Fribourg, un peu à Langnau, mais ça n'a jamais vraiment croché. Mais là, ouais, comme tu dis, est-ce que si il a encore un contrat à Sierre, mais si Genève lui dit, on te paiera pas forcément des 1000 et des 100, par contre, tu auras un vrai rôle chez nous. Ce que Simic avait un peu à Zurich la saison passée d'ailleurs, hein. Spécialiste du powerplay, à 5 contre 5, on compte un peu moins sur toi, on te mettra plutôt 13e attaquant, tu feras un chiffre de temps en temps, mais quand le powerplay est là, tu as un énorme shoot et on va le valoriser, t'es frais, on va valoriser cet énorme shoot, ça va l'intéresser. Et je suis persuadé, je sais pas si je suis persuadé, j'en sais rien, mais Sierre aurait... s'il n'a pas de clause pour jouer en National League, Sierre ferait une erreur de ne pas le laisser partir si Genève le veut et veut lui donner une chance de jouer en National League. Parce que s'il a enfin l'occasion de briller en haut et d'avoir un club qui croit en lui, moi je trouve qu'il faut le laisser parce qu'à 30 ans, il n'aura pas encore 10 chances, quoi. Après, il sort d'une super saison avec Sierre où il marque plus de 60 points, et il joue beaucoup. C'est aussi... Peut-être qu'il a envie de jouer 20 minutes ou, je sais pas, 18 minutes plutôt que de jouer 5 minutes, 6 minutes ou peu importe. Mais c'est aussi ça, il faut voir. Le plaisir, on a le droit de dire, écoute, moi, je préfère jouer au hockey plutôt que d'être une pièce comme ça. Même si je gagne peut-être plus d'argent en haut, mais l'autre, au moins, je joue au hockey. C'est quand même plus intéressant. Après, il y a toujours des questions de vie de famille, je sais pas quel est son statut à Sierre, etc. Donc, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte le concernant. Mais ça revient finalement, est-ce que tu préfères jouer le haut du tableau en Swiss League ou jouer la dernière place en National League? Et à un moment... Joa peut se poser la question d'ailleurs, hein. On est en plein dedans actuellement avec le match 5 de la finale qui a lieu ce lundi soir à Cloton. Il y a 2-2 dans la série au passage. Pour Arnaud Montandon, c'est la même chose. Tu préfères 64 points en Swiss League, des responsabilités, jouer avec les étrangers, énormément de powerplay, jouer à toutes les sauces, ou être 13e attaquant à Genève? Ça, alors, je pense à 21 ans, la réponse est Genève, en te disant j'ai encore une dizaine d'années pour progresser et justement être tous les jours au contact de joueurs supérieurs va me permettre de progresser. À 30 ans, tu peux tout à fait avoir la réponse inverse.
On avait dit qu'on parlerait un petit peu de Zug, mais bon, 6-1, sans histoire, contre Rapperswil. On reparlera de Zug un peu plus tard, je me fais pas trop de soucis, ils sont encore là un petit moment. Et 6 buts à 5 contre 5. Absolument, très juste. Et donc, nous, on est au terme de cet épisode 34 de la 3e saison de Colfax. On est en train d'essayer de vous préparer une petite surprise, surtout pour les Lausannois d'ici peu, avec un épisode spécial. On vous en dira un petit peu plus dès que c'est possible sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, etc. Interagir avec nous, on est toujours très contents. Vous abonner à nos différents canaux sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et d'ici mercredi, on revient mercredi, c'est ça ? Alors, c'est toi qui es le chef du planning. Et donc... On essaye de revenir mercredi pour voir si Genève a confirmé son avantage de la glace. Et du coup, on aura peut-être un petit peu de temps pour parler de la série de Zug Rapperswil au passage. D'ici là, profitez bien du match si vous voulez regarder encore. Désolé pour ceux qui ont plus d'équipe en lice. Mais regardez quand même, c'est Zurich-Genève, c'est vraiment pas mal. À bientôt.